D'accord, on commence. Alors, Trump est maintenant en Chine. Il est arrivé. J'ai vu quelques images, mais je n'ai pas eu beaucoup d'infos, à part qu'il a l'air détendu. Il a rencontré Xi Jinping, ils ont l'air cordiaux. Quelle est ton impression générale? Qu'est-ce que tu as pour l'instant? D'accord. Eh bien, vous savez, il y a plusieurs choses étranges à propos de cette visite. D'abord, les Chinois ne l'ont confirmé qu'au tout dernier moment, juste avant que ça commence. Ensuite, normalement, quand il y a des rencontres à un niveau aussi élevé, il y a toute une série de réunions préparatoires où différents responsables se retrouvent, travaillent dur pour établir l'ordre du jour et s'assurer que chacun connaît la position de l'autre camp. Rien de tout ça n'a eu lieu cette fois-ci. Il y a bien eu quelques réunions un peu confuses, avec Scott Bessent notamment, mais elles ont été très brèves, écourtées à cause du conflit en Iran. Alors pour dire les choses simplement, du côté américain en tout cas, ça semble très mal préparé. C'est une visite de 2 jours, si j'ai bien compris, ce qui ne paraît pas très long, je veux dire. Il vient en Chine pour seulement 2 jours. On aurait pu s'attendre, vu qu'il ne va pas souvent en Chine, pour ne pas dire rarement, qu'il y reste au moins 3 jours. J'aurais pensé qu'il voudrait vraiment en profiter pour rencontrer les gens comme il faut. Et quand on regarde les personnes qu'il emmène avec lui, des gens comme Elon Musk, Tim Cook et tout ce groupe-là, eh bien j'ai l'impression qu'en gros, ils viennent tous avec l'idée de conclure des affaires et de décrocher, disons, de jolis contrats avec les Chinois. J'ai pas l'impression qu'ils se préparent à une vraie discussion en profondeur, une discussion sérieuse sur tous les sujets qui agitent le monde. C'est pourtant ce qu'on attendrait de dirigeants de ce niveau, à la tête de 2 pays aussi puissants. Alors, à mon avis, Xi Jinping va le mettre en pièces. Trump ne sera pas bien préparé. Il n'a pas l'air du tout prêt, d'ailleurs. Il arrive à cette rencontre avec des cartes très faibles. Sa guerre avec l'Iran est loin d'être terminée. Xi Jinping, lui, a tous les faits en tête. Comme toujours, il sera extrêmement bien briefé. Toute l'équipe chinoise le sera aussi. Ils connaissent chaque dossier sur le bout des doigts. Et pendant ce temps, Trump débarque avec son équipe de copains, en gros des partenaires d'affaires. Et comme je le disais, les Chinois vont les réduire en miettes. Like you said, it is an unusual, right? It's a kind of a weird meeting in a lot of ways. They confirmed it, I think, yesterday. But then the other thing I also find is unusual is it's about 6 months away from the midterm. Normally, when you're getting close to election, I got the feeling the U.S. president are not that eager to have a big trip somewhere. They tend to stay. Est-ce que ça veut dire que Trump tient vraiment à y aller? Does that mean Trump really wants to do this, right? Oui, il est désespéré de rencontrer Xi Jinping. Apparemment, il essaie d'obtenir ce rendez-vous depuis qu'il est devenu président. D'après plusieurs sources, il bombarde littéralement les Chinois de demandes et d'exigences pour organiser une rencontre avec Xi Jinping. Et il est très frustré de ne pas avoir réussi à le faire plus tôt. La réunion, bien sûr, en Corée du Sud, en octobre, on s'en souvient, ne s'est pas très bien passée pour lui. Mais en gros, comme vous l'avez dit, il s'est invité tout seul. Il a simplement annoncé « Je vais en Chine en mars ». Bon, on est maintenant en mai, mais c'est ce qu'il a fait. Il est vraiment très pressé de rencontrer Xi Jinping. Il espère encore, je pense, que les Chinois vont lui donner quelque chose à rapporter pour les élections de mi-mandat. Pourquoi il croit que ça va impressionner ses électeurs? Franchement, je n'en ai aucune idée. Mais bon, c'est Trump. Ce qui me déçoit un peu personnellement, c'est qu'au final, ils ont quand même laissé Marco Rubio venir en Chine avec lui. D'après ce que je comprends, les sanctions sont toujours en vigueur. Elles n'ont pas été levées contre Marco Rubio.
Donc il visite la Chine en tant que secrétaire d'État, mais dès qu'il quittera ses fonctions, même s'il retourne au Sénat, ces sanctions resteront en place. Autrement dit, il ne pourra pas venir en Chine dans une autre fonction. Il est ici uniquement parce que... Enfin, je reste quand même un peu déçue. Tu penses que la Chine considère que c'est pas très important? Qu'est-ce que toi tu en penses? Oui, je pense que oui. Franchement, c'est quand même étrange que le secrétaire d'État des États-Unis ne puisse pas aller en Chine, et encore moins y aller avec son président. Mais pour être honnête, Rubio n'a rien fait en tant que secrétaire d'État. Il n'est pas allé à Moscou, il n'est pas allé en Chine, il ne participe pas aux négociations avec l'Iran. C'est un peu l'homme absent de cette administration. Parfois, il sort des phrases un peu malignes, un peu superficielles, mais à part ça, il fait rien d'autre, à mon avis. D'accord. Bon, regardons un peu les exigences des deux côtés. Même si Trump est très mal préparé, on peut arranger les choses pour lui. Alors, il y a ce qu'on appelle les 3 B, le soja, le bœuf et Boeing. C'est clairement là-dessus que Trump veut conclure un accord. Très bien. Tu penses que la Chine est ouverte aux 3 B? Eh bien, je pense qu'ils le font, jusqu'à un certain point. C'est la Chine, donc ils ne vont pas simplement renvoyer Trump aux États-Unis les mains vides. Ce n'est pas vraiment leur manière de faire. Je pense donc qu'ils vont acheter un peu de soja, un peu de bœuf et quelques avions Boeing. Mais jamais assez pour changer réellement, de façon convaincante, la dynamique globale du commerce. Et dans tous ces domaines, la Chine s'éloigne. Aujourd'hui, ils importent du bœuf de toutes sortes d'endroits, d'Amérique latine, du Brésil et du soja aussi. Et si on parle des Boeing, on est maintenant très très proche du moment où la Chine va produire ses propres avions civils. Ils n'en auront plus besoin. Ils n'auront plus besoin des Boeing encore très longtemps. Je veux dire, ils vont construire leurs propres grands. Comment ça s'appelle déjà le C929? Je ne me souviens plus du nom exact, mais c'est le gros avion long courrier avec ses nouveaux moteurs. D'ici 2 ou 3 ans, la Chine va se concentrer sur la construction de sa flotte aérienne nationale. Et d'ailleurs, c'est énorme, vraiment énorme. Les Russes, eux, construisent déjà leurs propres avions, les MS-21 et les Tupolev 214. Mais si la Chine commence à produire en série de grands avions civils long courrier, technologiquement au moins aussi bons, voire meilleurs que les modèles américains, et probablement pour une fraction du coût, alors là, ça va encore une fois bouleverser toute la dynamique mondiale. Et la Chine a un atout considérable, un marché intérieur immense. Elle peut donc soutenir la production de ces avions et dépasser les États-Unis en une dizaine d'années. Il y a mass worries the things he's at sea kevon snore, remal pipes. Il y a pas. Remernanis. Et bien sûr, Trump aimerait que la Chine s'ouvre davantage pour vendre plus d'aimants en terres rares. Vous pensez que la Chine va lui accorder quelque chose sur ce point? Eh bien, vous savez, il y a un article intéressant ici, publié par Reuters, qui explique pas mal de choses sur la situation. Apparemment, la Chine a imposé des restrictions sur les exportations de terres rares vers les États-Unis en avril de l'année dernière. Puis à l'automne, ces restrictions ont été nettement renforcées. Ensuite, après les accords conclus en octobre, elles ont été de nouveau assouplies, mais seulement pour revenir au niveau d'avril. Donc, les restrictions d'avril sont toujours en vigueur. Et leur impact ne cesse de croître, au point que certaines terres rares sont maintenant en pénurie critique. Les coûts, eux, s'envolent. Dans certains cas, les prix ont augmenté de plus de 150%. Les Américains se retrouvent donc dans une position très difficile concernant les terres rares. In a very difficult position with rare earths. Now, one of the people who's coming, I noticed with Trump,
Alors, l'une des personnes qui vient, j'ai remarqué avec Trump, c'est le patron de Nvidia. Et bien sûr, il sera aussi présent. Donc il est clair qu'ils veulent que la Chine assouplisse ses contrôles sur les terres rares. Mais je ne pense pas que les Chinois le feront. Ils pourraient donner l'impression de le faire, mais à long terme, on verra bien que non. À partir de maintenant, je pense que la Chine va garder les États-Unis en laisse très courte sur la question des terres rares, parce qu'ils ne leur font pas confiance. Et ils savent que les Américains utilisent ces ressources non seulement pour renforcer leur armée, une armée qui se prépare à affronter la Chine, mais aussi pour constituer leurs propres réserves, afin de pouvoir mener plus efficacement une guerre économique contre la Chine à l'avenir. Donc non, je ne pense pas que les Chinois vont le faire. Oui, la Chine n'a aucune raison de le faire. Vous voyez, qu'est-ce qu'elle y gagne, la Chine? Voilà. Vous voulez quelque chose de moi, mais moi aussi j'attends quelque chose en retour. C'est comme ça. Mais c'est très américain. Je veux dire, c'est typiquement américain. Les Américains veulent le beurre et l'argent du beurre. Quand ils demandent quelque chose, ils partent du principe que c'est leur droit de l'obtenir. Mais ils n'ont jamais le sentiment d'avoir la moindre obligation de réciprocité. Et ça a été désastreux. Oui, un autre sujet, c'est Besson. À un moment, il était très enthousiaste, presque un peu en colère, en parlant du fait que achète d'immenses réserves de pétrole. Il disait que la Chine ne devrait pas les garder pour elle, qu'elle devrait les ouvrir, sans jamais mentionner que toute cette situation vient des bombardements américains en Iran, non? C'est comme ça que le problème, la crise a commencé. Oui, mais enfin, pourquoi la Chine a ses réserves? Évidemment, c'est parce qu'elle prépare à une situation comme celle-là. Eh bien, en effet, je veux dire, vous savez, la Chine ne devrait pas avoir de réserves de pétrole, juste pour qu'on puisse maintenir les prix du pétrole plus bas, ce qui profite aux Américains, et place les États-Unis dans une meilleure position pour imposer un blocus à la Chine. Franchement, c'est terrible. C'est incroyable, quand on y pense, qu'ils puissent parler de cette façon. Le plus triste, c'est que ces idées deviennent ensuite des arguments tout faits aux États-Unis et qu'on les entend répéter par beaucoup d'Américains qui vous les renvoient. Ah, s'il y a une crise sur le marché du pétrole, c'est la faute de la Chine, parce qu'ils auraient stocké du pétrole. Ce genre de discours. Oui, d'accord. Donc du point de vue de la Chine, une chose que les Chinois aimeraient voir, c'est que les États-Unis ouvrent leur marché des véhicules électriques. Bon, ça c'est quelque chose que les États-Unis, je suppose, ne peuvent pas vraiment faire. Mais j'ai remarqué un problème ici. Il me semble qu'il y a un mois ou deux, Trump parlait de véhicules électriques chinois produits dans le cadre de coentreprises avec des fabricants locaux aux États-Unis. Et puis, il a arrêté d'en parler. J'ai l'impression que dans son entourage, il y a deux forces qui s'opposent. D'un côté, certains veulent voir arriver plus de produits et de services chinois, et de l'autre, il y a les plus durs. Tu ne penses pas que c'est ça ce qui se passe? Oui, absolument. Je veux dire, vous savez, si c'était une question de coproduction et de projets communs, Fait. la Chine est totalement pour. Je suis très au courant de tout ça parce que, vous savez, c'est exactement ce qui se passe avec les Russes. Les Russes importent beaucoup de voitures électriques, mais ils ont dit à la Chine, on aimerait développer notre propre production chez nous. Et les Chinois ont répondu, très bien. Très bien, il y a des investissements, des usines sont en train d'être construites. Parfois, on voit des voitures chinoises sortir de ces chaînes de production, et les Russes aiment bien leur donner un nom russe. Mais tout le monde sait qu'elles sont chinoises, et c'est très bien comme ça. Ça fonctionne, tout le monde est content. Il n'y a jamais eu de problème à ce sujet.
Si les États-Unis voulaient vraiment faire la même chose, ce serait tout à fait acceptable. Mais bien sûr, voilà le point. Trump en parle. Certains Américains vont soutenir cette idée, d'autres groupes de pression vont s'y opposer. Les gens de Detroit, eux, vont s'y opposer, parce qu'en fait, ils continuent surtout à fabriquer des voitures à moteur classique. C'est ce qu'ils savent faire. Ils n'ont pas vraiment envie de changer leurs habitudes. Ils veulent que Trump continue à protéger leurs industries. Et les ouvriers qui travaillent dans ces usines, les usines de Détroit, on les a conditionnés à penser que c'est comme ça qu'ils peuvent préserver leurs emplois. Et Trump, lui, il est très sensible à ça. Donc ce qui va se passer, je vais vous dire ce qui va se passer. Ça va être comme avec Huawei, encore une fois. On veut que les Chinois viennent, qui nous apportent toute cette technologie. Ensuite, on va s'emparer de cette technologie. Puis on va dire toutes sortes de choses désagréables sur les Chinois qui s'en servent pour nous espionner. Et on va tout faire capoter. Donc encore une fois, si j'étais la Chine, je ferais très très attention à ce que les Américains vont dire. Et je dirais très simplement, si vous croyez au libre-échange, alors vous devriez nous laisser vous exporter nos voitures. Si vous voulez exporter vos voitures à essence depuis Détroit. Très bien. Vous savez, on ne dit pas non. Chrysler et Cadillac veulent nous envoyer leurs gros modèles basés sur des technologies d'il y a 30 ans, qui viennent, pas de problème. Mais si vous voulez développer votre propre technologie électrique, faites comme Musk avec Tesla. Très bien. On a une usine, comme tu me l'as souvent rappelé, de Tesla en Chine. Elle est à Shanghai et elle marche vraiment très bien. Mais ne traite pas le commerce comme un jeu du genre « je gagne, tu perds », comme tu le fais toujours. Parce que si tu fais ça, ça ne marchera pas. Tu sais, c'est assez étrange. On accuse toujours la Chine, en Occident. Tu sais ce que veut dire le mot mercantiliste. En gros, c'est quand on gère le commerce uniquement à partir d'un rapport de force politique, militaire, avec une forte protection. On protège ses industries nationales et on le fait uniquement pour renforcer son pouvoir politique, économique et militaire à l'intérieur du pays. C'était la politique que suivaient les Anglais au XVIIIe siècle, pour situer. Eh bien, la Chine est toujours accusée en Occident d'être mercantiliste de cette manière-là. Mais le pays qui l'est vraiment mercantiliste, c'est les États-Unis. Ce sont eux qui pensent réellement comme ça, pas la Chine. Je me dis juste, d'accord, je comprends qu'ils veuillent protéger les emplois de l'industrie automobile, nationale et tout ça, mais pourquoi ne pas en laisser entrer un petit peu, pour commencer? Au moins, on verrait comment le marché réagit. Et puis, les consommateurs pourraient donner leur avis, ce qui mettrait un peu de pression sur les constructeurs américains. Je pense que leur mettre un peu de pression pour qu'ils soient plus innovants, c'est plutôt une bonne chose, non? Mais là, c'est zéro. Rien ne peut entrer. Les gens parlent même d'aller au Mexique pour en acheter. Je sais. Absolument. Ce que vous décrivez d'ailleurs, c'est exactement ce que font les Russes. Les Russes importent des véhicules électriques chinois, et à grande échelle maintenant. Mais ils ont aussi des productions conjointes. Ils apprennent de ces coopérations avec les Chinois et ils lancent leur propre modèle électrique. Les deux usines russes s'y sont mises. C'est donc l'approche qu'ils ont choisie. Et d'ailleurs, ils ne cherchent pas à chasser les véhicules chinois du marché russe, parce qu'ils comprennent bien l'intérêt de la concurrence. Si vous éliminez la concurrence, votre industrie devient vite dépassée. Mais les Américains, eux, ne feront jamais ça. Et je ne suis pas convaincu d'ailleurs qu'on verra un accord sur les véhicules électriques. Beaucoup de gens disent qu'un accord finira par être conclu, mais moi, je n'en suis pas sûr. Les lobbies aux États-Unis, qui veulent maintenir l'interdiction actuelle d'importer des véhicules électriques chinois,
sont bien trop puissants. Oui, malheureusement, oui. En fait, j'ai vraiment l'impression que les grandes entreprises américaines, au fond, elles n'aiment pas la concurrence, tout simplement. Non, pas du tout. Oui. Peter Thiel l'a dit. Vous savez, Peter Thiel, un jour, il donnait une conférence à des étudiants de Stanford. Il a dit quelque chose comme le monopole. C'est génial. Vous devriez essayer d'en créer un, ça rend la vie tellement plus simple. Et bien sûr, c'est vrai. Bien sûr que oui. Un autre point sur lequel, à mon avis, ils doivent vraiment avoir une discussion sérieuse, ce sont toutes ces sanctions. D'accord ? Les États-Unis continuent des entreprises à leur liste en sanctionnant les sociétés chinoises. Et la Chine a déjà dit clairement que sur son territoire, il est interdit de se conformer à ces sanctions. Donc maintenant, comme vous l'aviez prévu, Citi et JP Morgan ont réagi. Il y a donc des entreprises chinoises qui poursuivent Citi et JP Morgan en Chine en disant qu'elles agissent illégalement, qu'elles les empêchent de transférer de l'argent d'un compte à un autre, d'une banque à une autre. On verra bien comment tout ça va se passer devant les tribunaux. Mais en attendant, c'est un vrai problème sur lequel Trump, enfin la Chine et les États-Unis, doivent trouver un accord au lieu de mettre toutes ces entreprises et ces banques dans une position impossible, non? Oui, absolument. Mais encore une fois, il ne le fera pas, parce qu'il ne comprend pas ça. Et l'idée qu'il ne puisse pas sanctionner qui il veut, c'est quelque chose qui dépasse complètement sa capacité d'imaginer. Donc, quoi qu'on discute, quoi qu'on signe, ça ne sera pas efficace. Et aux États-Unis, ils sont maintenant tellement ivres de sanctions que là encore, l'idée que les États-Unis ne puissent pas sanctionner qui que ce soit, où que ce soit, est une idée que la classe politique n'acceptera jamais. Alors pour moi, et je pense que c'est de loin l'histoire la plus importante de cette année jusqu'à présent, c'est qu'avec la Chine, qui est désormais en parité de pouvoir d'achat, de très loin la plus grande économie du monde, avec la Chine qui va bientôt devenir de très loin le plus grand marché de consommation, et avec la Chine déjà acteur dominant du commerce mondial, il va devenir impossible de maintenir des sanctions si la Chine non seulement garde cette position, ce que je pense qu'elle fera, mais continue à aller dans cette direction. Parce que de plus en plus de personnes, d'entreprises, d'acteurs et de pays dans le monde, quand on leur donne le choix, soit respecter les sanctions américaines et avoir des problèmes en Chine, soit ignorer ces sanctions et faire affaire avec la Chine, eh bien, ils vont commencer à choisir la deuxième option. Les sanctions ne fonctionnent et ne peuvent fonctionner que si vous avez une position dominante dans l'économie mondiale. Et les États-Unis ne l'ont plus. Jusqu'à présent, la Chine a plus ou moins suivi les sanctions. Pas complètement, pas totalement, mais elle n'a pas voulu affronter directement les Américains sur ce terrain. Maintenant qu'elle le fait, l'ère des sanctions touche à sa fin. Ça prendra quelques années, peut-être une dizaine, mais ce système n'est plus tenable. Au fond, je pense vraiment que la Chine veut entretenir une relation plus gérable avec les États-Unis. Ce qu'elle a dit par le passé, je crois que c'était l'ambassadeur, à un moment donné, l'ambassadeur chinois à Washington, qui avait déclaré qu'il souhaitait que les États-Unis et la Chine renforcent leur coopération et réduisent les frictions et les confrontations. Voilà ce qu'il avait dit et il avait même dressé une liste. Il parlait, vous savez, d'allonger la liste des domaines de coopération, de raccourcir celle des différends et d'avoir un dialogue marqué par plus d'échanges et moins de tromperies. C'est ce qu'il avait déclaré à l'époque et cette phrase a été citée de nombreuses fois. On voit donc bien l'attitude générale de la Chine vis-à-vis de cette relation bilatérale. Mais les États-Unis, eux, recherchent la domination et l'hégémonie.
US wants dominance and hegemony. Yeah, Right. exactly. I mean, it's So how does it completely work? different. It's Oui, completely d'accord. different things. I mean, Alors comment ça marche? Ce sont des choses complètement différentes. Je veux dire par exemple que la Chine ne veut pas de duplicité. Oui. L'Amérique aujourd'hui, c'est tout le contraire. C'est la mise en scène permanente. C'est comme demander à un menteur compulsif d'arrêter de mentir. Il va juste continuer. Ou à un tricheur d'arrêter de tricher. Ce que la Chine veut, à mon avis, pas seulement avec les États-Unis, mais avec tout le monde, c'est une relation pacifique, stable et prévisible. Stable and predictable. Oui, This is what China basically wants. It wants C'est ça, en fait, que la Chine veut. Elle veut un système de commerce mondial pacifique, stable et prévisible, ce qui, au fond, est tout à fait logique, très rationnel. Encore une fois, on dit toujours à quel point la Chine est rationnelle. Et c'est vrai, très rationnelle. Du point de vue chinois, ce système augmente la prospérité du peuple chinois, mais aussi celle des autres. Et comme la prospérité de tout le monde augmente, celle de la Chine augmente aussi. C'est ainsi que les Chinois voient les choses. Les Américains, eux, voient tout ça d'une manière complètement différente. Ils perçoivent tout à travers le prisme du pouvoir et de la domination. Donc la question pour eux n'est pas de savoir si le système est pacifique, stable ou prévisible. La vraie question, c'est quelle est notre force par rapport aux autres? Pouvons-nous les dominer et les amener à faire ce que nous voulons? C'est une approche, un état d'esprit, totalement différent. Je pense que de plus en plus les Chinois en prennent conscience. Et je crois que beaucoup d'Américains, eux, restent aveugles à cette réalité parce qu'ils sont tellement habitués au pouvoir, à son exercice, qu'ils trouvent tout simplement impossible d'y renoncer. Yeah, I think so. I mean, oui, oui, je pense aussi. Je veux dire, pendant que Trump est en visite à Pékin, il y a en fait d'autres dirigeants qui s'y rendent aussi, le président du Tadjikistan par exemple, et puis un autre pays encore. Ça montre bien que la Chine ne considère plus cette visite comme un événement si important, et ça veut aussi dire qu'ils n'attendent pas grand-chose de Trump. C'est comme ça que je le ressens, tu vois? Merci. Voilà. Et vous savez, je ne sais pas si c'est vrai en Chine, mais à Moscou, il y a encore beaucoup de rumeurs disant que Poutine se rendrait à Pékin. Le fait que le dirigeant américain et le dirigeant russe aillent tous les deux voir Xi Jinping en Chine, ça montre bien où se trouve aujourd'hui le centre de la diplomatie mondiale. C'est un fait important qu'il ne faut jamais négliger. Et au fond, ça montre aussi, comme vous venez de le dire, que pour la Chine, la relation avec les États-Unis est aujourd'hui extrêmement importante. Mais elle n'est plus aussi exclusive qu'elle pouvait l'être, disons, en 1997. In the way that, say, in 1997 it might have been. Yeah. I want to talk a little bit about Iran and might come back to. Je voudrais parler un peu de l'Iran. Je reviendrai peut-être sur les États-Unis, parce que tout est lié. Alors la situation en Iran en ce moment, le cessez-le-feu est vraiment sur le fil, non? Les Émirats arabes unis ont récemment attaqué l'Iran. Et puis, il y a aussi cette histoire avec le Pentagone. Ils ont révélé l'emplacement d'un sous-marin nucléaire, sans doute pour avertir l'Iran ou quelque chose comme ça, parce que Trump a rejeté la proposition iranienne. La semaine dernière, tu te souviens, on en avait parlé, ils étaient sur le point de rédiger un mémorandum, une simple page, mais ça ne semble plus d'actualité. Donc, on a l'impression que la situation se dégrade à nouveau. Alors, on en est où dans cette guerre avec l'Iran? So, where are we in the Iran war now? Eh bien, je vais vous dire ce que je pense. J'en ai déjà parlé dans une de mes émissions, et maintenant, les gens en discutent. Ce que je dis, c'est que ce que les Russes disaient autrefois des Américains, qu'ils étaient incapables de tenir un accord, eh bien, on est allé encore plus loin. Ils sont incapables de négocier. Ils ne savent plus mener une négociation avec l'autre camp. Leur idée d'une négociation, c'est que l'Amérique dresse une liste d'exigences qu'elle peut allonger quand bon lui semble.
L'autre partie doit alors s'y soumettre immédiatement. Et si elle ne le fait pas, l'Amérique la frappe. Voilà, c'est ça, le style américain de négociation aujourd'hui. Et comme je l'ai déjà dit, si l'autre camp accepte les exigences américaines, alors, aussi sûr que la nuit suit le jour, d'autres exigences vont arriver. Ce qui se passe, c'est que les Américains se retrouvent face à un pays, l'Iran, qui leur dit « Non, nous ne sommes pas prêts à faire ça. Nous ne pouvons pas simplement accepter ce que vous voulez. Vous nous avez attaqués. Et il y a des conséquences à cela. Nous avons nos propres objectifs, nos priorités, nos intérêts, et vous devez les prendre au sérieux. » Les Américains ont beaucoup de mal à comprendre ça. Trump, lui, n'arrive pas du tout à le comprendre. Il entre dans une colère noire quand les Iraniens répondent. Et d'après ce que j'ai vu des propositions iraniennes, pour moi, ça ressemble à ce qu'on met sur la table au tout début d'une négociation, comme une liste de revendications de départ. Et puis les parties se rencontrent, on en discute, il y a des concessions des deux côtés, et au bout du compte, certaines exigences finissent par disparaître. Trump, lui, ne voit pas les choses comme ça. Du coup, tout recommence à mal tourner, et on glisse à nouveau vers la guerre. Et je suis désolé de le dire, mais je pense qu'à son retour de Chine, peu importe comment se passe le voyage, il va recommencer à vouloir faire la guerre. Si, de son point de vue, le voyage se passe bien, il se sentira euphorique, encouragé, enhardi, et ça le poussera à aller vers la guerre. Et si ça se passe mal, il se sentira en colère, humilié, amer. Et ça aussi le poussera à repartir vers la guerre, parce que c'est devenu sa position par défaut. Et j'ai aussi le sentiment que le fait qu'ils aient assassiné des dirigeants iraniens et qu'ils aient tué 168 filles dans cette école, ça ne les dérange pas du tout, non? Ils ne considèrent pas ça comme quelque chose dont il faut tenir compte pour la suite avec l'Iran. Ils ne voient pas ça comme un problème, n'est-ce pas? Absolument. C'est juste un petit détail, sans importance. Enfin, comment les Iraniens peuvent-ils s'inquiéter de choses aussi insignifiantes? Je veux dire, encore une fois, il y a ici un racisme profond. Et ça fonctionne, encore une fois. Tuer 160 écolières iraniennes, c'est une chose. Mais si l'Iran frappait un navire de guerre américain et que, disons, 60 soldats américains étaient tués, l'impact serait énorme. Pas seulement aux États-Unis, mais partout. On verrait tout le mégaphone des médias américains, furieux, se plaindre de ça dans le monde entier. Et toutes sortes de gens qu'on croise tous les deux dans les commentaires de nos vidéos, et de plus en plus, moi sur Twitter d'ailleurs, aux États-Unis, exigeraient une vengeance massive, terrible, contre l'Iran pour avoir osé faire une chose pareille. Pensez-vous que Trump veut que la Chine s'implique dans la situation avec l'Iran ou pas? Il a dit que non, et je le crois. Je pense que pour Trump, étant donné que toute cette affaire a commencé en partie pour effrayer et impressionner les Chinois, et peut-être même, comme certains le disent, pour limiter l'approvisionnement en pétrole de l'Iran vers la Chine, eh bien pour lui, voir les Chinois débarquer et tout arranger à sa place serait extrêmement humiliant. Il veut que la Chine, vous savez, j'ai cité A.J.P. Taylor, qui disait que les Européens voulaient utiliser la Russie comme un robinet qu'ils pouvaient ouvrir ou fermer à leur guise, selon les problèmes, comme avec l'Iran. C'est exactement comme ça que Trump veut utiliser la Chine. Il veut s'en servir comme d'un robinet qu'il ouvre ou ferme quand ça l'arrange. Donc, il veut que les Chinois viennent mettre la pression sur les Iraniens pour lui quand ça lui convient. Et puis, une fois qu'il a obtenu ce qu'il voulait, il veut qu'ils disparaissent. C'est une approche très manipulatrice de la situation. Encore une chose à propos de Taïwan, personnellement, je ne pense pas qu'ils en parleront beaucoup.
À ce stade, j'ai l'impression que Trump, en général, n'est pas vraiment intéressé par Taïwan. Trump in general not that interested in Taiwan. I agree. I agree. I don't think he even likes Taiwan. Je suis d'accord. Oui, je suis d'accord. You know, Je pense qu'en fait, il aime bien Taïwan. Vous savez, le truc avec Trump, c'est que d'un côté, il n'aime pas Taïwan parce qu'il fabrique les puces, et selon lui, ces puces devraient être produites en Amérique. Donc, il ne les aime pas pour cette raison-là. Et puis, il y a autre chose. C'est que bien sûr, ce sont des Chinois. Le fait que les Taïwanais soient en réalité des Chinois, et comme il a des sentiments très compliqués vis-à-vis de la Chine en général, eh bien, il n'a pas vraiment envie de s'en mêler. Pour lui, Taïwan, c'est un morceau de la Chine avec lequel il ne veut pas perdre de temps. C'est mon avis. China, he doesn't really want to waste time with. That's my own view. And then I mean, I hate some of Et puis enfin, je déteste certains de ces journalistes, tu vois, les reporters. Ils provoquent toujours, sans raison, ils cherchent les ennuis. Alors, à un moment, il y a un journaliste qui lui a demandé « Est-ce que vous allez parler des questions de droits humains, et en particulier de ce type, Jimmy Lai ?» Il a dit qu'il le ferait. Moi, je n'y crois pas une seconde. Et toi, t'en penses quoi? I don't think he would. What do you think? Oui, You know, Jimmy Lai. Vous savez, Jimmy Lai est quelqu'un qui a carrément souhaité que les États-Unis larguent des bombes atomiques sur la Chine. Pourquoi un journaliste mentionnerait-il même le nom de cette personne? Name this person's name. Oh, well, quite. Well, Right? quite. Well, there you go. eh bien, voilà. Eh bien, voilà. Voilà, c'est ça. One thing Voilà, c'est ça. D'un côté, on parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. La Chine doit libérer qui on veut. Et ensuite, on peut y aller et les faire exploser. We can go ahead and blow them up. I mean, that's. I mean, Je veux dire, je préfère ne pas en dire plus parce que si je continue, je vais finir par dire quelque chose. something I will Je suis désolé pour ce que je viens de dire. say. Well, Tucker Carlson one time. Eh bien, Tucker Carlson a eu une fois une conversation avec Sagar, tu sais, l'animateur de Breaking Point, Sagar. Ils ont dit quelque chose de très intéressant. Ils ont dit que les États-Unis sont le seul pays où des gens venus d'ailleurs viennent ici faire pression sur le gouvernement américain pour qu'il bombarde leur propre pays d'origine. Their own home country. Oui, c'est vrai. C'est intéressant, non? C'est tout à fait vrai. Oui. Yeah. They were talking about Oui, il parlait de certains Iraniens, tu vois, qui célébraient le fait que l'Iran avait été tellement bombardé avec tellement de morts, avec tellement de morts. C'était des Iraniens qui fêtaient ça. who were celebrating that. Oui. Okay. D'accord, donc l'élection britannique. Explique-moi un peu cette élection. Okay. Explain. Aux élections locales, les deux partis ont perdu. Alors, qui est le gagnant? Lost. So who's the winner? Yes, yes. So the big winner is Reform. which Oui, is Nigel Farage's oui. party, Donc, le grand gagnant, c'est Reform, le parti de Nigel Farage, qui a obtenu environ un quart des voix. C'est plus que n'importe quel autre parti, bien plus que le Labour. Le Parti travailliste a fait autour de 17%, ce qui est catastrophique pour un parti aussi ancien et bien établi. Normalement, le Labour tourne entre 34 et 40%. Donc 17%, c'est désastreux. Franchement, c'est existentiel. Les conservateurs, eux aussi, ont fait un très mauvais score. Ils sont également autour de 17%. Et pourtant, leur niveau de vote historique est en général plus élevé que celui du Labour, plutôt entre 35 et 45%. Donc oui, pour eux aussi, 17%, c'est terrible. À la place, on a donc Nigel Farage, un parti nationaliste anglais de droite, très populaire dans les zones ouvrières. Sa principale position politique, c'est l'opposition à l'immigration. En clair, c'est cette anti-immigration. This is an anti-immigration party. En voilà un. And the other party that did well. Et l'autre parti qui a bien réussi et qui est arrivé deuxième, c'est le nouveau Parti des Verts, qui est devenu le nouveau véhicule de la gauche britannique. Le Parti travailliste, de plus en plus surtout pour les jeunes, n'est plus vraiment perçu comme un parti de gauche. On voit donc les jeunes, les militants de gauche, les gens dans la vingtaine ou la trentaine, se tourner vers les Verts. Et ce sont eux qui ont fini deuxième. The Greens, and they came second. Do you think Pensez-vous qu'il s'agisse d'un véritable soutien aux Verts et au Parti réformiste?
ou bien que les gens protestent simplement contre les travaillistes et les conservateurs? Labor and the conservative, the establishment. No, you're right to ask the question because usually. Vous avez raison de poser la question, parce que d'habitude, aux élections locales, c'est surtout un vote de protestation. Ensuite, lors des vraies élections, les gens reviennent vers leurs anciens partis. Mais je pense que cette fois, c'est différent. Tous les signes montrent que les électeurs de droite se tournent de plus en plus vers réforme. Il faut garder à l'esprit que les conservateurs sont dans l'opposition. Donc, en principe, ils ne devraient pas perdre de voix dans cette position. En Grande-Bretagne, les partis d'opposition regagnent généralement des voix, ils n'en perdent pas. Pourtant, ils continuent d'en perdre au profit de réformes, même en étant dans l'opposition. Et du côté du Parti travailliste, je pense qu'il y a énormément de colère à son égard, venant de toutes sortes de personnes qui se considèrent comme de gauche. Les Verts apparaissent comme une option très séduisante pour ces électeurs, et je ne crois pas qu'ils reviendront un jour vers le Labour non plus. Nous sommes donc dans une période de transition entre un ancien type de politique, travailliste, libérale, conservatrice, enfin travailliste et conservatrice surtout, avec le Parti libéral qui d'ailleurs est lui aussi en train de disparaître, et un nouveau type de politique où la droite, c'est réforme, et la gauche, ce sont les Verts. La différence, c'est qu'historiquement, comme on pourrait s'y attendre, notamment en Chine, les classes populaires se considéraient comme de gauche et votaient pour le Parti travailliste. Aujourd'hui, de plus en plus au Royaume-Uni, les classes populaires se définissent comme de droite et votent pour réforme. Et il y a de grandes raisons économiques et sociales à cela, alors que le parti de gauche, les Verts, est devenu un parti jeune et de classe moyenne. D'accord. Donc, les choses bougent. Très bien. Mais Keir Starmer reste Premier ministre. Est-ce qu'il n'y a tout simplement pas de bonne alternative? À ton avis, combien de temps peut-il encore tenir? Eh bien, je pense qu'il y a une chance qu'il soit poussé vers la sortie, peut-être même d'ici vendredi. Sa position est vraiment faible en ce moment. Je veux dire, je ne crois pas qu'il reste quelqu'un dans son parti qui le soutienne vraiment. Le problème, ce n'est pas qu'il n'y ait pas d'alternative. Enfin, d'abord, il n'y en a pas de convaincante. Parmi toutes les personnes dont j'ai entendu parler pour éventuellement lui succéder, aucune ne me semble capable d'inverser le déclin du Parti travailliste. On parle d'Andy Burnham, le maire de Manchester, où le Labour a d'ailleurs obtenu de très mauvais résultats. On parle aussi de Wes Streeting, qui est allé dans mon ancien lycée d'ailleurs. Je ne le connais pas personnellement, mais il est bien plus jeune que moi. Et je ne crois pas qu'il soit particulièrement apprécié en dehors de Westminster. En réalité, aucun d'entre eux ne me paraît vraiment séduisant ou crédible pour l'électorat britannique dans son ensemble. Et comme ils sont si nombreux, ils finissent par s'annuler les uns les autres. Et il y a entre eux un conflit de factions très intense. L'un des candidats les plus importants, c'est un homme qui s'appelle Burnham, le maire de Manchester. Il ne peut pas devenir chef du Parti travailliste ni Premier ministre pour l'instant parce qu'il n'est pas à la Chambre des communes. Il doit donc trouver un député prêt à démissionner pour qu'il puisse se présenter, gagner une élection partielle et ainsi revenir à la Chambre des communes, afin de pouvoir défier Starmer. Du coup, il ne veut pas que Starmer démissionne tout de suite, parce qu'il faut d'abord que ce processus ait lieu. Et ce processus, d'ailleurs, prendrait plusieurs mois. C'est pour cette raison que Burnham préfère que Starmer reste en place encore quelques mois, malgré les énormes dégâts que cela a causés au Parti travailliste. Tout cela crée une sorte d'intrigue politique qui, encore une fois, me semble très étrangère à la manière dont la politique se fait aujourd'hui en Chine. Oui, parce que pour moi, c'est jamais... Enfin, que j'aime Keir Starmer ou pas, je trouve simplement que c'est pas bon qu'il soit aussi instable.
Tu vois, sa position est vraiment particulière, non? Donc je pense pas que ce soit une bonne idée pour lui d'essayer de faire passer des politiques à long terme, parce qu'en ce moment, il est vraiment trop faible, tu vois? Absolutely. Well, this is where China. Absolument. Eh bien, c'est là que la Chine est vraiment différente du Royaume-Uni. Je veux dire, on en revient à la politique chinoise. La politique chinoise, d'après ce que j'ai fini par comprendre, pas seulement dans sa forme moderne, mais aussi sur le plan historique, tend à construire une position de consensus, longuement élaborée et débattue. La personne, l'individu, compte moins que la convergence vers cette position commune. En politique britannique, c'est un peu comme les royaumes combattants. Vous vous souvenez, je vous ai parlé des royaumes combattants et de la façon dont ce schéma se rejoue dans la diplomatie et la politique européenne. Eh bien, c'est pareil ici. En politique, tout le monde est en guerre avec tout le monde. C'est un jeu permanent pour garder le contrôle, faire reculer les autres et se hisser soi-même. Donc c'est complètement différent. Et je pense que c'est très difficile à comprendre pour les gens en Chine. Completely different. And I think very difficult for people in China to understand. Oui, même si j'ai vécu à l'Ouest pendant de nombreuses années, j'ai encore beaucoup de mal à comprendre. Par exemple, en ce moment, en Virginie, tout le monde se prépare pour les élections de mi-mandat. Et il y a cette histoire de redécoupage électoral, tu vois, comment redessiner la carte, tout ça, ils n'arrêtent pas de se battre encore et encore. Et moi, je me disais, au fond, les deux partis ne sont pas si différents, non? Peu importe qui est élu, pour moi, ça ne change pas grand-chose. Mais pour eux, ils se battent avec acharnement à propos de cette histoire de carte. Pour moi, c'est presque un faux problème. Je me demande vraiment, mais sur quoi vous vous battez en fait? Because it is all about power. It's all Parce qu'au fond, tout tourne autour du pouvoir. Oui, tout est une question de pouvoir. Dans le système occidental, il s'agit d'obtenir le pouvoir et la domination. Le système chinois, lui, n'est pas centré sur le pouvoir et la domination. En tout cas, pas de cette manière-là. Je veux dire, je lisais justement l'histoire de Cambridge, un passage sur la prise de décision politique à l'époque de la dynastie Song, et on voit très bien qu'il y a toujours cette recherche constante du consensus. working out towards consensus. And of course, there are politics, there are periods of tension. Et bien sûr, il y a la politique. Il y a des périodes de tension. Mais ça n'arrive vraiment que quand le sujet est très controversé. Par exemple, au XVIe siècle, il y a eu un énorme conflit sur la façon de gérer les problèmes en Asie intérieure avec les Mongols. Et ça a provoqué de fortes tensions à l'intérieur du système politique des Ming. Mais en général, ces tensions se concentrent sur le problème lui-même, pas sur la personne. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, en Chine, les grandes figures de l'histoire sont souvent des personnalités culturelles plutôt que des figures politiques étroites et spécialisées, comme on en voit plus souvent en Occident. Oui, c'est plutôt centré sur le collectif. Oui, Et puis, il faut s'attaquer aux vrais problèmes, aux vraies questions, au lieu de se concentrer ou même de s'obséder sur une personne en particulier. Absolument. Oui. de toute façon, les gens ne pensent pas à se mettre en avant de cette manière. Juste pour que tu saches, je ne sais pas si tu as suivi, mais il y a un type, Ted Maxwell, le neveu de Ghislaine Maxwell. Lui aussi se présentait... J'ai pas encore vu s'il a gagné, il se présentait pour une sorte de poste de conseiller, je crois. Mais bon, je n'ai pas encore vu les résultats. En tout cas, juste pour que tu saches, la famille Maxwell reste une famille importante au Royaume-Uni, non? Absolument. Oui, d'accord. Ils sont puissants et ils sont riches. Au fait, j'ai fait une théorie sur mon canal chinois à propos d'Epstein. Tu sais, entre autres, j'ai remarqué quelque chose. Tu te souviens de Chris Patten, n'est-ce pas? L'ancien gouverneur de Hong Kong. Je me souviens très bien de lui.
notre envoyé désastreux, gouverneur de Hong Kong, qui essayait de négocier avec la Chine. Je m'en souviens vraiment, vraiment très bien. Apparemment, la famille de Chris Patten entretient une relation assez proche avec la famille Maxwell. Oui, en particulier avec l'une des sœurs de Ghislaine Maxwell, elles sont très proches, vous voyez. Et parmi d'autres choses vraiment terribles qu'ils ont faites, il me semble que Chris Patten est impliqué, ou du moins au courant, d'une affaire de pornographie infantile qui se passerait au Cambodge. Dans cet orphelinat au Cambodge, il y avait aussi des orphelins chinois ou des enfants chinois qu'on y aurait envoyés. On dirait que ça passe par Hong Kong et que Chris Patten y joue un certain rôle. Enfin, il y a encore beaucoup de détails que je dois éclaircir. Mais on dirait que c'était... Enfin, je peux vous dire catégoriquement que ça n'a absolument pas été rapporté dans les médias britanniques. Non. Il y a beaucoup de ponts impliqués dans les dossiers Epstein qui n'ont pas encore été, tu vois. Ouais. Bon, parlons de la FIFA et de la Coupe du Monde, qui doit commencer dans un mois. J'ai l'impression que c'est le chaos total en ce moment à la FIFA. Ils n'ont toujours pas trouvé d'accord avec la Chine sur les droits de diffusion. Il y a tellement de problèmes. En Chine, cette fois, c'est la CCTV, la télévision centrale du gouvernement, qui est censée signer. Mais ils ont complètement, catégoriquement refusé le prix. Ils trouvent ça beaucoup trop cher. C'est vraiment injuste. Donc ça, c'est un problème. Mais je trouve aussi que la FIFA est très arrogante. Par exemple, sur le site de la FIFA, si tu vas sur le site en ce moment, ils ont retiré la version chinoise. Ah! Je veux dire, pourquoi ferait-il ça? Apparemment, ils envoient maintenant des gens en Chine pour négocier ces droits de diffusion, mais ils l'ont déjà fait il y a quelques jours, comme une sorte de menace envers la Chine. Franchement, je ne comprends pas comment on peut négocier de cette façon. Et Eh bien, il faut surtout pas négocier. Maintenant, puis-je dire quelque chose? Parce que j'ai un peu d'histoire là-dedans. Pas avec la FIFA, mais avec le football. Le football, jusqu'aux années 80, c'était, vous savez, juste un jeu ordinaire. Les gens jouaient, il y avait des équipes, et en Grande-Bretagne, il y avait aussi une certaine violence autour de ça. Un côté assez laid. Mais ensuite, dans les années 80, les chaînes de télévision sont arrivées. Rupert Murdoch est arrivé. Et lui, il était prêt à signer des chèques incroyables pour obtenir les droits de diffusion. Et très vite, tout ça est devenu très corrompu. Mon père, à cette époque, travaillait au ministère de la Culture en Grèce. Il avait reçu des gens de la Fédération anglaise de football. On les a invités à dîner, et j'étais là. Et je leur ai dit, « Vous n'êtes pas un peu gênés par l'énorme quantité d'argent qui afflue ?» Et ils m'ont répondu, « Oh non, on n'est pas gênés. Après tout cet argent va dans le sport. » Et moi j'ai dit, « Le sport ?» Tu parles du sport ou tu parles de toi? Parce qu'au fond, c'est bien de ça qu'il s'agissait. Ce n'était pas, comme tu peux t'en douter, une rencontre joyeuse. Mais soyons clairs, aujourd'hui, tous les organismes sportifs en Occident sont profondément corrompus. C'est la réalité. Le sport international est devenu extrêmement corrompu. Je me souviens d'une époque, dans les années 70, où ce n'était pas le cas. Mais maintenant, ça l'est. Et la FIFA en particulier, je pense qu'elle a vraiment énervé beaucoup de Chinois en retirant le chinois de son site web. Franchement, je trouve que c'est une décision vraiment stupide. Et ils continuent de croire que, comme la moitié de leur audience vient de Chine, ils ont une sorte de levier. Mais ils ne comprennent pas. J'ai même lu des articles de commentaires disant que si la Chine n'obtenait pas cette licence de la FIFA, les Chinois seraient furieux. Moi, je ne ressens pas ça du tout. D'après ce qu'on voit en ligne, tout le monde dit que c'est pas grave si on ne peut pas regarder. Déjà, les horaires sont mauvais. C'est en pleine nuit ou très tôt le matin.
Franchement, quel intérêt quand les horaires sont aussi mauvais pour le public chinois? Non? Donc, ils ne font aucun effort d'adaptation. Ils pensent juste qu'on ne peut absolument pas se permettre de ne pas avoir ces droits de diffusion. À mon avis, elles se trompent complètement dans leurs calculs. Ils se trompent complètement et ils devraient à nouveau prendre exemple sur Rupert Murdoch. Je me souviens que dans les années 90 et 2000, Rupert Murdoch essayait d'entrer sur le marché chinois et d'y obtenir d'importants droits de diffusion. Et là, il s'est heurté aux autorités chinoises. Pour la première fois, face à un système politique, il a perdu. Il en a été absolument furieux. Il pensait que, parce qu'il était le grand Rupert Murdoch, à la tête de News International, il finirait par l'emporter. Au fait, on parle de la Chine d'il y a 25 ans, pas de la Chine d'aujourd'hui. Mais ceux qui s'imaginent qu'on peut bousculer la Chine, qu'est-ce que je dis toujours? Qu'est-ce que je dis toujours? La première règle de la diplomatie, ne jamais bluffer la Chine, parce qu'elle appelle toujours le bluff. C'est exactement ce que la FIFA est en train de faire avec la Chine à propos de la Coupe du Monde. Vous voyez, ils vont leur dire non. Ils pensent que, parce que des millions de gens suivent le football en Chine, les Chinois vont payer n'importe quel prix que la FIFA demande. Et ils vont être très surpris de découvrir que ce n'est pas le cas. Oui. Et dans ce cas précis, je veux dire, les gens sont en colère. Je pense qu'ils sont vraiment furieux de voir à quel point ils ont été arrogants, comme s'il allait de soi qu'il faut payer, qu'on n'a pas le choix, qu'on ne peut pas se permettre de ne pas avoir ça. Et en plus de ça, la FIFA a officiellement rejeté la demande de l'Iran de déplacer certains matchs au Mexique plutôt qu'aux États-Unis pour des raisons de sécurité. Franchement, je trouve que c'est une préoccupation légitime, vous ne trouvez pas? Ah, absolument. Vu la situation, les États-Unis et l'Iran sont en guerre. Et avec le genre de menaces qui ont été adressées aux Iraniens, imaginons un instant que la situation soit inversée et qu'il y ait un tournoi de football en Iran. Est-ce que les États-Unis enverraient tranquillement leurs équipes, leurs joueurs là-bas? Bien sûr que non. Oui, donc ils ont simplement rejeté ça. Les ventes de billets ne sont pas aussi fortes qu'ils l'avaient prévu. C'est un autre problème. Et puis, certains pays européens parlent même d'un boycott, ce que je trouve très intéressant. L'Allemagne et la France, surtout l'Allemagne, ont des responsables politiques qui évoquent cette idée. Et aux Pays-Bas, il y a même eu 130 000 signatures pour pousser le gouvernement à boycotter l'événement. Je n'aurais jamais cru voir le jour des pays boycotter américains. Eh bien, c'est tout à fait vrai. Maintenant, je pense qu'il faut aussi dire que le football n'a plus aujourd'hui, en Europe, le rôle culturel central qu'il avait autrefois. Il y a 30 ou 40 ans, c'était le sport qui unissait l'Europe. Pendant la guerre froide, c'était un fait. Des deux côtés du mur, les garçons jouaient au foot et les gens allaient voir les matchs. C'était l'une des rares choses sur lesquelles toute l'Europe était d'accord. Et on ne peut pas exagérer à quel point c'était important sur le plan culturel. Il n'y a rien d'équivalent dans aucune autre région du monde que je connaisse, sauf peut-être en Amérique latine, où le football compte aussi énormément. Cette importance a beaucoup diminué. Et je pense qu'en partie, la corruption qui s'est attachée à la FIFA et à une grande partie du sport a profondément dégoûté les gens, au point qu'ils ne sentent plus que c'est leur jeu. Je pense qu'il se passe probablement un peu la même chose en Chine aussi. Oui. En plus, l'équipe nationale chinoise est toujours tellement mauvaise qu'elle n'est même pas dans ces matchs finaux. Donc, c'est une autre raison pour laquelle, à mon avis, la télévision chinoise se dit « Bon, on n'a même pas d'équipe à soutenir, tu vois. »
Oui. we don't even have a team to root for, so. Pourquoi on s'embêterait? Yeah, exactly, to pay this, Oui, exactement, pour payer cette somme incroyable. Et l'Inde n'a toujours pas obtenu les droits de diffusion. En partie, c'est parce que c'est tout simplement pas un grand événement là-bas. Donc, l'Inde n'est pas très intéressée non plus. Autrement dit, on parle d'une situation où la Chine et l'Inde pourraient bien ne pas regarder. Oui, tout à fait. Absolument oui. Dernière chose, ce samedi, en parlant de culture, c'est la finale de l'Eurovision. Alors, à propos de l'Eurovision, j'ai été surpris d'apprendre qu'il y a en fait 5 pays qui ont boycotté le concours cette année à cause d'Israël. Israël a été autorisé à participer, mais je crois que l'an dernier ou celui d'avant, ils avaient refusé la Russie. Donc, l'Islande, l'Irlande, les Pays-Bas, la Slovénie et l'Espagne ont bien boycotté l'Eurovision. C'est vrai ça? Et puis, l'Eurovision, c'est plus aussi important qu'avant, non? Pas du tout. Enfin, je veux dire, j'étais là à la grande époque de l'Eurovision. L'Eurovision, oui. Et ça, c'était en gros les années 60, les années 70. À cette époque-là, on était, disons, dans une Europe unie. Les pays d'Europe de l'Est n'en faisaient pas encore partie, mais dans toute l'Europe de l'Ouest, tout le monde s'y intéressait énormément. Et les chansons, peu importe celles qui gagnaient, j'en ai même oublié certaines d'il y a très longtemps. Enfin, aujourd'hui, ce n'est plus du tout la même chose. On a vraiment le sentiment que c'est devenu corrompu, trop politique, et les gens n'aiment pas la place que la politique y prend maintenant. Du coup, de plus en plus de gens décrochent, et la musique, franchement, n'est pas très bonne depuis très très longtemps. C'est vrai. Oui, oui. Quand j'étais en Suède, j'aimais toujours regarder parce qu'en général, on regardait ça entre amis. Et c'est très intéressant d'observer les Suédois. Tu vois, les Suédois, en fait, ils n'ont pas du tout envie que la Norvège ou le Danemark gagnent. Pas question. Oui, mais tu vois, c'est ça qui fait partie du plaisir. Oui. Je veux dire, l'Irlande a toujours voté contre l'Angleterre. Mais bon, ça faisait partie du jeu, tout le monde le savait. Oui, oui. Tu vois, c'est un bon exemple, parce qu'ABBA a commencé en gros avec l'Eurovision. Oui, aujourd'hui c'est impossible d'imaginer un groupe se lancer grâce à l'Eurovision. Franchement, ça n'arrivera pas. Oui, d'accord. Alors on se parle mercredi prochain. Je te parlerai depuis la Chine. Excellent. Passez un très bon séjour en Chine. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.